Il est banalement cardiologue, théoriquement, mais en fait, il n'est vraiment pas que ça. En fait, c'est un des... Il est cardiologue, il a une formation classique, enfin, je sais pas, il n'y a pas de formation pas classique, mais enfin, il a une formation, voilà, de cardiologue, mais il est également sophrologue. Et alors, c'est assez surprenant pour un cardiologue, il s'est intéressé à la psychologie depuis plusieurs années et au lien entre psychologie et cardiologie. Non, c'est vrai que c'est surprenant, vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas, non? Enfin, un peu un mutant. Il y a des cardiologues dans la salle? Bon, ça tombe bien, ça m'évitera quelques ennuis. Alors, il a écrit aussi un livre, Prends soin de ton cœur. Voilà, alors ceux qui ont quelques déboires amoureux, vous pouvez venir le voir aussi, mais après, parce que ils sont nombreux. Mais voilà, non, en fait c'est un peu plus sérieux que ça, mais vous allez nous expliquer un petit peu toutes ces relations entre le cœur et la psychologie. Et la respiration, pardon. Alors c'est vrai que c'est très difficile de passer... après, je vais sortir ma plus belle voix, mais peut-être que ça va être délicat. Donc... je voulais commencer par un petit mot en disant, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'assister à une révolution. C'est une vraie révolution. Moi, j'ai été étudiant il y a très longtemps. Je me suis souvenu des cours d'anatomie fastidieux. J'étais très mauvais en anatomie. Après j'ai appris. Hein. Et donc voilà, on assiste à une révolution. Il y a un colloque qui se passe en faculté de médecine, mais c'est incroyable. Et je suis très fier d'avoir été traité il y a 25 ans de post-68 heures attardé, parce que je disais qu'il fallait peut-être s'occuper un peu de la psychologie des patients et qu'il fallait peut-être faire autre chose que de la médecine conventionnelle, que je fais parce que je pense qu'il faut aussi marcher sur deux jambes. On est très scientifique, on peut avoir une jambe très scientifique et une jambe ouverte à tout. J'en attendais pas moins de vous. Donc je vais vous parler de la cohérence cardiaque. Alors je ne sais pas de quoi je vais vous parler parce que en fait vous en faites depuis le début de l'après-midi, donc ça va être difficile d'en parler. Alors la cohérence cardiaque, effectivement, n'en parlez pas à votre médecin ni à votre cardiologue parce qu'ils ne connaissent pas, sauf si leur femme est branchée, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, leur femme est branchée sur les méthodes un petit peu bizarres. Et puis c'est un terme qui n'est absolument pas reconnu ni connu par la cardiologie officielle. Ça n'existe pas. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu après pourquoi j'aime pas trop ce terme. Je vais commencer par une petite histoire que j'aime bien, un petit peu à la Woody Allen. C'est l'histoire du type qui est sur un divan de psychanalyste et qui dit « Non seulement que je sois né d'un rapport sexuel, c'est quelque chose qui est vraiment horrible, mais entre papa et maman, c'est inconcevable. » Si je vous raconte cette histoire-là, c'est pour revenir en arrière. Comment nous sommes nés? Comment avons-nous été formés? De façon très simple, par la réunion d'un homme et d'une femme. Il n'y a à l'heure actuelle pas beaucoup d'autres solutions. Donc la réunion d'un ovule et d'un spermatozoïde dans la trompe de Fallope, au niveau pour la fécondation. Et donc cette cellule unique, il n'y a qu'une cellule unique, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Exactement. Elle va se multiplier très rapidement et elle va faire vos cheveux, vos yeux, votre nez, votre peau, votre foie, vos reins, vos jambes, votre cœur, vos poumons et votre cerveau. Je vous laisse réfléchir une seconde à cette poésie d'une cellule unique sans cerveau qui construit un cerveau qui n'est pas capable de comprendre comment fonctionne cette cellule. Chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai des frissons dans le dos parce que l'embryologie, quand j'étais en fac de médecine, m'ennuyait profondément. Et là, depuis que j'ai compris ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Donc on va commencer par la cardiologie. Le cœur, comment il est formé? Il est formé par un petit bourgeon cellulaire qui au départ n'est pas du tout dans le thorax n'existe pas. C'est un petit bourgeon cellulaire qui est proche du cerveau, de ce qui sera le cerveau. Donc déjà il communique. Et puis il va se passer une chose absolument incroyable, c'est qu'alors que la maman ne sait absolument pas ou très peu qu'elle est enceinte, elle a un petit retard de règles, on est à 21 jours de vie intra-utérine, on va avoir ce petit bourgeon cardiaque qui va faire et qui tape. On est à 21 jours de vie intra-utérine, il n'y a pas de pompe, c'est pas une pompe, et ça tape. Et j'aime bien cette phrase de Clarissa Pinkola Estés dans Les femmes qui courent avec les loups, qui nous dit « Le cœur est le tambour du monde ». Depuis que vous êtes né, depuis votre 21e jour de vie intra-utérine jusqu'à la fin de votre vie, vous entendrez
vous êtes sous la dépendance de ce battement. Alors, comment bat le cœur? Eh bien, le cœur bat de façon automatique par une zone de cellules qu'on appelle le nœud sinusal. Voilà, au 21e jour, il y a une cellule qui se met à battre. J'ai fait ma thèse de cardiologie là-dessus, personne ne sait comment ça se passe. Mais voilà, il y a un battement automatique. Ce battement automatique serait fixe, mais en fait, il est adapté aux contraintes et il s'adapte à la vie. Il s'adapte à la vie avec de multiples composantes. Des composantes qui vont être chimiques, j'insiste pas, des composantes nerveuses très importantes qui vont être le système sympathique et parasympathique, et avec une composante fondamentale qui est la respiration. Et quand on examine un petit enfant en consultation de cardiologie, on voit qu'il a cette arythmie respiratoire, c'est-à-dire qu'il accélère son cœur à l'inspiration et qu'il le ralentit à l'expiration. Et on a des magnifiques courbes sinusoïdes comme ça. Donc, les cardiologues ont cherché à étudier ça. Et ils se sont rendus compte très rapidement que le cœur pouvait varier un petit peu. Donc il va varier à la fois quand vous êtes à l'effort, il s'adapte, mais également au repos. C'est-à-dire que là, vous êtes assis, ce qui n'est pas bon du tout pour la santé, vous savez. Vous êtes assis et votre cœur, vous croyez qu'il bat à une fréquence fixe. Alors comme je ne suis pas bon en maths, on va dire qu'il bat à 60 coups par minute. 60 coups par minute, une seconde, donc 1000 millisecondes. En fait, c'est entièrement faux. Votre cœur va battre à 1000 millisecondes, 998, 1027, 982. Il varie tout le temps. C'est ce qu'on appelle la variabilité sinusale. Terme un peu scientifique, mais pour dire que votre cœur varie tout le temps en fréquence. Et donc, pourquoi c'est important cette variabilité sinusale? Eh bien, tout simplement parce que c'est un marqueur de santé fondamental. C'est un marqueur de santé, je ne cite que la cardiologie, mais dans toute la santé. En cardiologie, c'est un marqueur d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de mort subite. Rien que ça. C'est un marqueur psychologique. Vous avez une variabilité sinusale faible, cœur rapide et très peu de variations, si vous êtes stressé, anxieux, déprimé, burn-out, syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est un marqueur absolument fondamental. Les cardiologues ont cherché à savoir comment on pouvait étudier ça. Donc on a pris des petites règles, des calculs, des trucs, voilà. Et donc on peut vous sortir des calculs mathématiques qui sont très très complexes. En fait, à l'heure actuelle, grâce aux outils informatiques, on peut étudier tout ça. Et on peut faire avec des calculs informatiques un peu complexes, savoir représenter votre fréquence cardiaque. Et on peut représenter votre variabilité sinusale. Alors la fréquence cardiaque, je vous ai dit qu'elle était sous la dépendance de multiples influences. Et on peut prendre la comparaison de la lumière. La lumière blanche peut se décomposer en multiples sous-couleurs qu'on voit bien dans l'arc-en-ciel. Et bien à l'heure actuelle, avec des outils informatiques, on va pouvoir décomposer votre fréquence cardiaque et savoir si vous êtes sous la dépendance du système sympathique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes speed, stressé, anxieux, déprimé, ou est-ce que vous êtes sous la prédominance du système parasympathique parce que vous avez fait beaucoup de yoga et vous savez respirer. Et donc, vous allez avoir des outils qui vont arriver, qui vont nous permettre d'étudier ça. Et c'est là qu'est arrivée la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un mot qui a été vulgarisé un peu par David Servan-Schreiber, et puis il y a des gens qui se sont appropriés ces outils informatiques, et il y en a un qui est un Américain, intelligent, mais surtout un bon financier, qui s'appelle Rollin McCarthy, qui a dit on va faire des logiciels, et à l'heure actuelle, vous avez dans le commerce des logiciels qui vont vous dire, voilà, vous êtes sous la dépendance du système parasympathique, vous avez une variabilité sinusale importante, donc vous êtes ce qu'on a appelé en cohérence cardiaque, ou au contraire, vous êtes plutôt sous la dépendance du système sympathique, votre cœur est un peu trop rapide. Donc voilà, c'est simplement un outil comme ça. Alors, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est l'eau tiède ou le fil à couper le beurre. C'est-à-dire que vous faites vraiment de la cohérence cardiaque, on en a fait depuis le début de l'après-midi. La cohérence cardiaque, c'est un outil simple qui va être la mise en résonance de la respiration et de la fréquence cardiaque. Donc il suffit de faire, on peut en refaire si vous voulez, mais ça va prendre sur mon temps de parole et on en a déjà fait pas mal. Simplement, quand vous avez ralenti votre respiration, vous descendez à 6, 5, 4 cycles par minute. Vous ralentissez l'inspiration, vous prolongez l'expiration, vous faites la respiration carrée que vous avez eue avec une pause, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter votre variabilité sinusale. Et donc vous allez améliorer votre état de santé physique et psychique. Pourquoi c'est important? Pourquoi je vous parle de ça? Ben pour une raison très simple, et là on va faire un petit peu de mathématiques.
Vladimir Machine, qui était un cardiologue spécialisé dans la variabilité sinusale, nous a dit la fréquence, le cœur, c'est un système chaotique porteur d'informations physiques et psychiques. Et là, c'est intéressant de voir ça parce que souvent, quand vous voyez présenter la cohérence cardiaque, j'aime pas le mot cohérence parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est prévisible, qui est harmonieux. Or, c'est pas ça. Dans le monde mathématique, il y a 3 ordres. Il y a un ordre qui est simple, c'est l'ordre. 1 + 1 = 2. Il y a quelque chose qui est le désordre, le hasard complet. Le hasard complet, c'est le loto. Personne n'a jamais trouvé la formule du loto. Et puis, entre les deux, il y a ce que Henri Poincaré a déterminé comme le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple en mathématiques, c'est utilisé en météo, en finance, dans beaucoup de régimes mathématiques. À partir du moment où une valeur va être influencée par 3 paramètres, et donc Henri Poincaré prend l'exemple, vous prenez une boussole s'oriente vers le pôle Nord, vous mettez au-dessus un aimant, ça va être une deuxième attraction, et vous faites cet aimant en pendule, 3 attractions. Vous avez l'impression que le mouvement de la boussole devient complètement anarchique, que c'est le foutoir complet. Mais si vous l'étudiez avec d'autres outils mathématiques, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout anarchique. Ça s'appelle ce que les physiciens appellent un attracteur étrange, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a une vérité que nous ne voyons pas à l'œil nu. Ce que Christiane Singer, que vous connaissez peut-être pour certains, Christiane Singer, pardon, a écrit en disant « Dans le monde, le visible et de l'invisible hissé au niveau de nos yeux ». Je trouve que cette phrase est absolument magnifique. Nous ne voyons pas tout. Et donc, le cœur, c'est un régime chaotique. Chaotique au sens mathématique du terme. Et le fait que le cœur soit chaotique, c'est parce que le cœur est chaotique, donc relativement imprévisible, qu'il va pouvoir survivre, qu'il va s'adapter et surtout qu'il va informer l'organisme. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que grâce à votre respiration, qui est toute simple, comme on vous l'a dit depuis le début de l'après-midi, c'est un outil que vous avez dans votre poche, vous l'utilisez tout le temps comme vous voulez. Grâce à cet outil de respiration simple, que vous pouvez utiliser quand vous voulez, simplement ralentir votre respiration, prolonger l'expiration, voilà, vous posez, vous allez augmenter le régime chaotique du cœur, au sens mathématique, et vous allez faire que le cœur va informer. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui, moi, m'émeut beaucoup, et qui est sans doute une vérité. Il y a 20 ans, si j'avais dit, ou même 30 ans maintenant, si j'avais dit à mon patron de cardio que le tube digestif informait le cerveau, il m'aurait enfermé chez les fous. D'accord? Et moi, je suis persuadé, et il y a des gens qui le montrent, qui sont en train de travailler là-dessus, que le cœur informe tout l'organisme, et en particulier le cerveau. Donc, travailler la respiration, c'est travailler sur ce régime informatif. Et il y a des gens qui nous disent que le cœur, c'est un outil d'information quantique pour informer tout l'organisme. Et cela explique peut-être pourquoi, en fait, il bat à 21 jours de vie intra-utérine, alors qu'a priori, ce n'est pas indispensable. Voilà, je voulais vous souhaiter une excellente année à tous, une très belle exposition RG à Paris, et vous dire quelque chose qui est important pour moi. Je pense que, voilà, on est là, c'est une après-midi absolument extraordinaire. Il y a eu un très bel exemple tout à l'heure, pour moi, l'exemple de la respiration. Le doyen essaye de maîtriser les horaires, la maîtrise de la respiration, et puis les musiciens jouent. Et la respiration, pour moi, c'est ça. On peut maîtriser, mais il y a quelque chose qui va être fondamental à la fin, c'est que c'est la vie qui va ressortir. C'est-à-dire qu'à moins de mourir en apnée, quand on se met en apnée, eh ben, à un moment, et la vie reprend. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. En fait, vous avez réussi brillamment la transition. Hein. En fait, vous avez réussi brillamment la transition. Je peux vous le dire maintenant. Merci. C'était pas gagné. J'ai pas chanté aussi. Mais j'aime bien chanter. En tant que cardiologue, vous avez des vrais malades? Oui, j'ai des vrais malades, oui. Et très souvent, sans plaisanter... Est-ce que vous utilisez... Oui. Alors, très souvent, j'utilise cet exercice de respiration parce que en consultation, s'il y a des médecins dans la salle, souvent, on a des gens qui aiment bien
il faut que ce soit comme ça, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Moi, j'aime bien maîtriser les choses. Donc, je leur fais faire cet exercice de respiration. Je leur dis, voilà, maintenant, on s'arrête. On ne respire plus. Et puis, quand vous reprenez votre respiration, levez la main. Bon, donc, à moins que ce soit les champions du monde d'apnée, tac, au bout de 30 secondes, au grand maximum, ils lèvent la main. Et je dis, ben voilà, vous ne maîtrisez rien. Vous n'êtes même pas capable de maîtriser votre respiration. Vous ne maîtrisez pas la... Donc, vous ne maîtrisez rien. Mais... Et pour partir sur la question qui précise sur la psychocardiologie, oui, bien sûr, il y a plein de travaux, c'est absolument passionnant, où on utilise toutes les méthodes dont on a parlé, la cohérence cardiaque, la méditation en pleine conscience, le MDR, toutes ces techniques-là sont à l'heure actuelle. Et les cardiologues, il n'y a aucune résistance des sociétés savantes. Moi, je fais partie de la Société française de cardiologie. Il n'y a aucune résistance, c'est en train de rentrer. On vit une période fabuleuse. Merci. Pendant que M. Bilkay nous rejoint, juste, excusez-moi, pendant qu'il nous rejoint, juste une petite question. Il n'y a vraiment aucune hypothèse pour expliquer ces battements chez l'embryon? Non, on ne sait pas. Rien du tout? Non, alors ce qu'on sait, bien sûr, nous on est très forts, hein, donc on va vous dire, c'est parce qu'il y a l'ion calcium qui va traverser la membrane et le sodium qui va passer de l'autre côté. Bon, on s'arrête, allez, c'est bon. Mais personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Le réel pourquoi, personne. D'accord. Très bien.